Imaginez un instant la cour d'Angleterre au XVIe siècle. Les salles immenses du palais résonnent du bruit des pas, des rires étouffés et des chuchotements. Les murs, ornés de tapisseries somptueuses, cachent pourtant une vérité bien plus sombre que leur éclat ne le laisse croire. Car derrière les fêtes officielles et les mariages royaux, derrière les couronnes brillantes et les prières ferventes, se cache un monde de désirs interdits, de trahison et de scandales. Ce monde est celui des Tudors, une dynastie qui régna sur l'Angleterre avec puissance et qui encore aujourd'hui continue de fasciner. Les Tudors ne furent pas seulement des rois et des reines. Ils furent aussi des hommes et des femmes, prisonniers de leurs passions, parfois victimes de leurs propres choix. Les reines Tudors en particulier durent marcher sur un fil très mince. D'un côté, leur rôle sacré d'épouses, mères et symboles de la nation. De l'autre, leurs désirs, leurs faiblesses, leurs amours cachés. Dans une époque où le mariage était surtout une arme politique, où chaque union pouvait décider du destin d'un royaume, tomber amoureuse d'un autre que son époux, ou être soupçonnée d'un tel écart, pouvait mener à la disgrâce, ou à la mort. Ces histoires ne sont pas seulement celles de femmes prisonnières d'un système cruel, elles sont aussi celles de scandales qui ébranlèrent un royaume tout entier. Car chaque rumeur, chaque secret dévoilé, devenait une arme entre les mains de ceux qui cherchaient à gagner du pouvoir. Les amants supposés, qu'ils aient existé ou non, furent souvent utilisés comme prétexte pour éliminer une rivale, faire tomber une reine ou justifier une décision politique. L'amour devenait ainsi un champ de bataille où la passion et la stratégie s'entremêlaient. Quand on évoque les Tudors, beaucoup pensent d'abord à Henri VIII, le roi aux 6 épouses, célèbre pour ses mariages successifs et pour ses colères redoutables. Mais derrière son nom se cachent des femmes qui, chacune à leur manière, ont marqué l'histoire. Catherine d'Aragon, pieuse et fidèle, mais accusée d'être stérile. Anne Boleyn, séductrice, brillante, mais tombée sous le poids de scandales inventés. Jane Seymour, douce en apparence, mais peut-être plus calculatrice qu'on ne le croit. Catherine Howard, la jeune reine brûlante de désir, exécutée pour avoir aimé ailleurs. Catherine Parr, l'érudite, soupçonnée d'avoir gardé un amour secret. Et au-delà encore, Mary Tudor, la reine de fer surnommée Bloody Mary, et Elizabeth Eyre, la reine vierge qui, en refusant de se marier, nourrit les rumeurs les plus folles sur ses relations avec ses favoris. Toutes ces femmes furent au cœur de scandales. Certaines furent accusées d'adultère, d'autres de trahison, d'autres encore de simples passions interdites. Mais qu'elles aient été coupables ou non importait peu. Ce qui comptait, c'était la perception, les murmures de la cour, les soupçons alimentés par les ennemis. Car à cette époque, une réputation suffisait à condamner une vie. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est ce mélange fascinant d'histoires et de rumeurs, de vérités et de mensonges. Nous allons plonger dans les chambres fermées des palais Tudors, dans les couloirs sombres où circulèrent les espions, dans les lettres secrètes où se cachaient parfois des mots d'amour, mais aussi dans les salles de justice où se jouait le destin des reines. Nous allons voir comment l'intime et le politique s'entremêlaient, comment une passion pouvait devenir une arme et comment une rumeur pouvait décider du sort d'un royaume. Et pourtant, derrière ces intrigues, il y a aussi une part d'humanité. Ces reines étaient des femmes comme les autres, avec des désirs, des rêves, des peurs. Certaines voulaient simplement être aimées. D'autres cherchaient à exister dans un monde d'hommes, à trouver leur place au-delà du rôle qu'on leur imposait. Leur histoire est à la fois un drame politique et une tragédie humaine. Ce récit ne cherchera pas seulement à raconter des faits. Il cherchera à faire revivre une époque, à donner une voix à ces femmes et à leurs amants, qu'ils aient été réels ou inventés. Nous parlerons des preuves, des rumeurs, mais aussi des silences, car souvent, ce qui n'a pas été dit est tout aussi révélateur que ce qui a été écrit. Alors, installez-vous confortablement. Imaginez la lueur d'une bougie, le souffle d'un vieux conteur au coin du feu. Ouvrez vos oreilles à ce récit où les couronnes brillent, mais où les cœurs saignent. Laissez-vous emporter dans les scandales de la cour Tudor, où chaque regard pouvait être une promesse, chaque murmure une menace, chaque amour une condamnation. Et avant de commencer, je vous pose une question. Si vous aviez été une reine Tudor, auriez-vous osé aimer un autre que votre roi en sachant que votre vie pouvait en dépendre? La cour des Tudors n'était pas seulement un lieu de faste et de cérémonie. C'était un monde à part, un véritable théâtre où chaque geste, chaque sourire, chaque silence pouvait avoir des conséquences. Pour comprendre les scandales qui allaient frapper les reines et leurs supposés amants, il faut d'abord plonger dans cette atmosphère unique, celle d'une cour où la richesse côtoyait la peur, où l'amour se cachait derrière les tapisseries et où la surveillance était permanente. Dès qu'on entrait dans un palais Tudor, on était frappé par le contraste entre la splendeur et la tension.
Les grandes salles étaient décorées de tapisseries racontant des histoires bibliques ou des scènes de chasse. Des chandeliers illuminaient les banquets où des dizaines de plats étaient servis. Les musiciens jouaient pour distraire la noblesse et les rires semblaient emplir l'air. Mais derrière ce décor, chaque personne présente savait qu'elle était observée. Les serviteurs rapportaient ce qu'ils voyaient. Les conseillers du roi scrutaient les comportements. Même les murs semblaient avoir des oreilles. Le mariage, dans ce contexte, n'était jamais une affaire de cœur. Les reines Tudor furent toutes choisies pour des raisons politiques. Leur union devait renforcer une alliance, consolider une dynastie ou donner naissance à un héritier. L'amour, s'il existait, n'était qu'un hasard. Ainsi, une reine pouvait se retrouver mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, parfois bien plus âgé qu'elle, parfois brutal, parfois infidèle. Et pourtant, elle devait sourire, se montrer digne, représenter la stabilité du royaume. Mais les reines restaient humaines. Elles pouvaient ressentir de la solitude, de la frustration, parfois même du désespoir. Dans une cour pleine de jeunes nobles, de poètes, de chevaliers séduisants, la tentation était omniprésente. Un regard échangé lors d'un bal, une lettre discrètement glissée dans une main, un mot prononcé à voix basse pouvait suffire à faire naître une rumeur. Et dans l'Angleterre Tudor, une rumeur pouvait être aussi dangereuse qu'une épée. Car si le mariage des reines était politique, leur corps appartenait au royaume. Une reine devait être irréprochable. Elle devait donner des héritiers au roi, mais aussi incarner la pureté et la vertu. Le moindre doute sur sa fidélité suffisait à fragiliser la légitimité de ses enfants, et donc la stabilité du trône. Voilà pourquoi les soupçons d'adultère étaient aussi graves. Ce n'était pas seulement une question d'honneur, c'était une question de pouvoir. Les amants supposés des reines, eux aussi, marchaient sur un fil dangereux. Être trop proche d'une reine pouvait offrir gloire et influence, mais aussi attirer les regards des espions et la colère du roi. Beaucoup de jeunes nobles furent accusés, parfois sans preuve, d'avoir séduit une reine. Certains finirent sur l'échafaud, victimes de complots politiques ou de simple jalousie. Dans cette cour, être trop séduisant ou trop ambitieux pouvait coûter la vie. Il faut imaginer cette atmosphère. Un palais où les fêtes ne s'arrêtaient jamais, mais où chacun savait qu'il pouvait être trahi par son propre voisin. Les dames d'honneur des reines, censées être leurs confidentes, pouvaient devenir leurs ennemis. Les conseillers, obsédés par le pouvoir, utilisaient les rumeurs comme des armes. Et au-dessus de tout, il y avait le roi, dont la volonté pouvait tout changer en un instant. Henri VIII, avec ses colères légendaires, illustre parfaitement ce climat. Un roi capable de passer de la passion à la haine, de la promesse au coup près. Dans cet univers, l'amour devenait un jeu dangereux, mais il était aussi inévitable. Car plus les interdits étaient forts, plus les désirs s'intensifiaient. Les reines, souvent jeunes, isolées et sous pression, trouvaient parfois dans un sourire ou une conversation une échappatoire. Même si elles ne passaient jamais à l'acte, le simple fait qu'on puisse l'imaginer suffisait à nourrir des intrigues. Les couloirs sombres, les jardins discrets, les messagers anonymes créaient un terrain fertile pour les passions et pour les scandales. Il est important de comprendre que l'Angleterre Tudor était obsédée par les apparences. Tout devait paraître sous contrôle. Mais la cour elle-même encourageait les relations ambiguës. Les bals, les tournois, les chasses, les banquets offraient mille occasions de contacts rapprochés. Les poèmes circulaient, parfois adressés à une dame en particulier. Les danses imposaient des regards soutenus et des mains qui se frôlaient. Comment croire qu'aucune passion n'est jamais née de ces moments ? Ce climat explique pourquoi les reines Tudor devinrent si souvent les héroïnes de scandales. Elles incarnaient à la fois la pureté attendue et le désir interdit. Elles étaient prisonnières d'un rôle qu'elles ne pouvaient pas quitter, mais aussi femmes, avec leurs émotions et leurs failles. Chaque sourire pouvait être interprété comme un aveu, chaque amitié comme une liaison, chaque lettre comme une preuve. Dans les chapitres qui suivront, nous verrons comment chacune d'elles fut prise dans ce piège. Certaines furent peut-être réellement amoureuses, d'autres furent accusées à tort, victimes de la soif de pouvoir de leurs ennemis. Mais toutes, sans exception, durent faire face à cette tension permanente entre leur rôle politique et leur vie personnelle. Car au fond, la cour Tudor n'était rien d'autre qu'une cage dorée. Belle, scintillante, pleine de musique et de festins, mais aussi étouffante, cruelle et impitoyable. C'est dans cette cage que les reines et leurs amants supposés jouèrent leur destin. Et c'est là que nous allons entrer pas à pas pour découvrir leurs secrets. Catherine d'Aragon fut la première épouse d'Henri VIII, et sans doute la plus malheureuse de toutes. Née en Espagne en 1485, fille des puissants rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, elle grandit dans un univers marqué par la foi, la discipline et la politique.
Destinée dès son enfance à renforcer les alliances entre l'Espagne et l'Angleterre, elle épousa d'abord Arthur, le frère aîné d'Henri. Mais ce mariage, conclu avec faste, fut de courte durée. Arthur mourut quelques mois après leurs noces. Catherine se retrouva veuve à seulement 16 ans, étrangère dans un pays qui n'était pas le sien. Pendant des années, son avenir resta incertain. Devait-elle retourner en Espagne? Rester en Angleterre? Les discussions entre les deux cours furent longues et compliquées. Finalement, elle épousa Henri, devenu roi à la mort de son frère. Ce mariage semblait promettre une union solide entre les deux royaumes. Catherine apportait avec elle une réputation de piété et de dignité, et Henri, jeune et fougueux, paraissait sincèrement amoureux d'elle. Mais derrière cette apparente stabilité se cachait un problème qui allait empoisonner leur union, l'absence d'un héritier mâle. Catherine donna naissance à plusieurs enfants, mais la plupart moururent en bas âge. Seule une fille survécut, Marie, la future Bloody Mary. Or, pour Henri, cela ne suffisait pas. Il voulait un fils pour assurer la continuité de la dynastie Tudor. L'absence d'héritier mâle devint une obsession, et Catherine en porta la responsabilité, comme si son ventre était fautif. Pourtant, Catherine était respectée pour sa piété. Elle priait longuement, participait aux œuvres de charité, et s'efforçait de remplir son rôle d'épouse et de reine avec dignité. Elle ne s'autorisait aucun excès, aucun geste déplacé. Sa réputation de femme vertueuse semblait inattaquable. Mais dans une cour pleine de murmures, même la plus vertueuse des femmes pouvait être soupçonnée. Des rumeurs circulaient parfois au sujet de Catherine et de ses conseillers espagnols. Certains disaient qu'elle se montrait trop proche de ses compatriotes, qu'elle leur confiait plus qu'elle ne le devrait. D'autres affirmaient qu'elle vivait dans la nostalgie de l'Espagne, et que ses échanges avec certains nobles castillans étaient teintés de tendresse. Rien n'a jamais prouvé ces rumeurs, mais elles suffisaient à nourrir les conversations. Dans un monde où la politique se jouait autant dans les chambres que dans les salles du trône, tout lien trop fort pouvait paraître suspect. Le plus grand scandale autour de Catherine ne venait pourtant pas d'elle, mais d'Henri. Obsédé par l'idée d'avoir un fils, le roi commença à croire que son mariage était maudit. Selon la Bible, disait-il, un homme ne devait pas épouser la veuve de son frère. Or Catherine avait été mariée à Arthur avant lui. Pour Henri, cela expliquait pourquoi Dieu refusait de lui donner un fils. Mais Catherine, de son côté, affirmait que son premier mariage n'avait jamais été consommé. Elle resta ferme sur ce point jusqu'à sa mort, jurant que son union avec Arthur n'avait jamais franchi cette limite. Cette question de savoir si Catherine était vierge lors de son mariage avec Henri devint un débat national. Des témoins furent convoqués, des prêtres interrogés, des documents étudiés. Imaginez la douleur et l'humiliation pour une reine de devoir défendre publiquement son intimité la plus profonde. Et pourtant, Catherine fit preuve d'un courage extraordinaire. Face aux accusations, elle resta digne, affirmant sa vérité avec une force impressionnante. Henri finit par chercher une solution radicale, l'annulation de son mariage. Mais pour y parvenir, il lui fallait prouver que Catherine avait menti, que son union avec Arthur avait bel et bien été consommée. Ainsi naquirent de nouvelles rumeurs, des insinuations grossies par les ennemis de Catherine. Certains affirmaient qu'elle avait été trop proche d'autres hommes, que son corps n'était pas aussi pur qu'elle le disait. Ces accusations, bien que jamais prouvées, ternirent son image aux yeux de certains. Ce scandale eut des conséquences énormes. L'annulation du mariage de Catherine fut refusée par le pape, ce qui poussa Henri à rompre avec Rome et à fonder l'Église d'Angleterre. Catherine, quant à elle, fut répudiée, éloignée de la cour et remplacée par Anne Boleyn. Mais jusqu'à la fin, elle garda la réputation d'une femme pieuse, digne et fidèle. Ses partisans la considérèrent comme une martyre de l'amour et de la justice. Catherine n'eut probablement jamais d'amant. Rien dans les archives ne permet de l'affirmer. Mais cela n'empêcha pas ses ennemis de l'accuser, de suggérer qu'elle avait pu connaître d'autres hommes. Dans la cour Tudor, il suffisait d'un soupçon pour transformer une reine en coupable. Et même si Catherine échappa à l'exécution qui frappa d'autres épouses d'Henri, elle finit sa vie seule, déchue, enfermée dans un château froid, loin du faste de la cour. Son histoire nous montre à quel point une reine Tudor vivait sur un fil. Même la plus pieuse, la plus fidèle, la plus irréprochable des femmes pouvait être soupçonnée, humiliée, rejetée. Dans un monde où le corps des reines appartenait au royaume, Catherine paya le prix d'un ventre qui ne donnait pas de fils, et de rumeurs qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et déjà, dans l'ombre, une autre reine se préparait à entrer dans l'histoire. Une reine bien différente de Catherine, plus audacieuse, plus séduisante, et dont la passion allait embraser tout le royaume. Anne Boleyn. Anne Boleyn est sans doute la plus célèbre des épouses d'Henri VIII, mais aussi la plus tragique. Elle incarne à elle seule tout ce que la cour Tudor avait de fascinant et de cruel.
L'ascension fulgurante, la passion ardente, le pouvoir immense. Et la chute brutale. Pour comprendre pourquoi son histoire est restée gravée dans la mémoire collective, il faut revenir à ses débuts, à sa personnalité hors du commun, et surtout aux scandales qui l'ont mené à l'échafaud. Anne naquit dans une famille noble, mais pas au sommet de l'échelle aristocratique. Son père, Thomas Boleyn, était un courtisan ambitieux, et sa mère appartenait à la famille Howard, l'une des plus puissantes d'Angleterre. Dès son enfance, Anne fut préparée à jouer un rôle important dans les alliances de la noblesse. Elle passa une partie de sa jeunesse en France, à la cour raffinée de François Ier, où elle apprit l'art de la séduction, la danse, la musique et surtout l'élégance de la conversation. Contrairement à beaucoup de dames anglaises de son temps, elle possédait une éducation brillante, teintée de culture continentale. Lorsqu'elle revint en Angleterre, elle se distingua immédiatement. Anne n'était pas considérée comme une beauté classique. Certains contemporains parlèrent même de défauts physiques, comme un cou trop long ou des doigts trop fins. Mais son charme ne résidait pas dans la perfection de ses traits. Il venait de son esprit vif, de son regard enflammé et de cette capacité rare à captiver ceux qui l'écoutaient. Anne savait plaire, intriguer, tenir une conversation pleine d'esprit. Elle savait aussi jouer de la retenue, ce qui ne faisait qu'attiser le désir. C'est sans doute ce qui attira l'attention d'Henri VIII. Le roi, déjà marié à Catherine d'Aragon, cherchait depuis des années à avoir un héritier mâle. Lassé de son épouse, il fut immédiatement séduit par la vivacité d'Anne. Mais là où d'autres femmes auraient cédé rapidement aux avances royales, Anne fit un choix audacieux. Elle refusa. Non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle avait compris que céder trop vite signifierait être rejetée aussi vite. Elle joua un jeu dangereux, mais habile. Elle imposa une condition. Elle ne serait pas la maîtresse du roi, mais seulement sa femme. Ce refus alimenta la passion d'Henri. Plus il insistait, plus Anne se montrait distante. Cette stratégie transforma une simple attirance en obsession. Henri commença à envisager l'impensable, répudier Catherine et épouser Anne. Mais pour cela, il devait obtenir l'annulation de son mariage. On connaît la suite. Le pape refusa, Henri rompit avec Rome et l'Église d'Angleterre naquit de cette passion. Anne Boleyn n'était donc pas seulement une femme séduisante. Elle devint la cause d'un bouleversement religieux et politique majeur. Lorsqu'elle devint reine, Anne connut un triomphe sans égal. Elle portait la couronne, elle dominait la cour, et son influence sur le roi semblait sans limite. Beaucoup la craignaient, certains la détestaient. Ses manières, héritées de la cour française, étaient jugées arrogantes. Ses ennemis la surnommaient la putain du roi, insinuant qu'elle n'était qu'une séductrice sans scrupules. Mais pour ses partisans, elle représentait une nouvelle ère, un souffle de modernité, une reine qui osait prendre la parole et défendre ses idées. Mais sa position restait fragile. Comme Catherine avant elle, Anne devait donner un héritier mâle. Or, elle donna naissance à une fille, Élisabeth, la future grande reine d'Angleterre. Puis elle fit plusieurs fausses couches. Chaque perte fragilisait sa position. Henri, autrefois enflammé, commença à se lasser. Son regard se posa sur d'autres femmes, notamment Jane Seymour. Pour Anne, le danger se rapprochait. C'est alors que les scandales éclatèrent. En 1536, Anne fut accusée d'adultère avec plusieurs hommes de la cour, dont son propre frère, Georges Boleyn. Ces accusations paraissent aujourd'hui absurdes. Les témoignages furent probablement fabriqués, les preuves manipulées. Mais dans l'Angleterre Tudor, il suffisait d'un procès pour sceller un destin. Anne fut arrêtée, jugée et condamnée pour trahison, adultère et inceste. Imaginez la scène. Une reine autrefois adulée, traînée devant un tribunal composé d'ennemis. Les accusations étaient terribles. On l'accusait d'avoir séduit plusieurs hommes, d'avoir trahi le roi, d'avoir comploté contre la couronne. Même si beaucoup savaient que ces accusations étaient fausses, le verdict était écrit d'avance. Anne fut condamnée à mort. Son exécution eut lieu le 19 mai 1536, dans la Tour de Londres. Elle monta sur l'échafaud avec une dignité remarquable, vêtue de noir, et prononça des mots qui résonnèrent longtemps. Elle ne maudit pas Henri, ne protesta pas de son innocence, mais demanda à Dieu de protéger le roi. Ce silence, cette soumission apparente, la transformèrent en figure tragique. Elle fut décapitée d'un coup d'épée, un privilège rare accordé par Henri, peut-être en souvenir de son amour passé. Anne Boleyn devint dès lors une légende. Pour certains, elle était une coupable, une femme ambitieuse qui avait joué un jeu trop dangereux. Pour d'autres, elle était une victime, sacrifiée sur l'autel du pouvoir et de la politique. Sa fille, Élisabeth Eyre, régna plus tard sur l'Angleterre avec éclat, et beaucoup virent en elle la revanche d'Anne.
La fille de la reine condamnée devint l'une des plus grandes souveraines de l'histoire. L'histoire d'Anne Boleyn nous montre à quel point la cour Tudor pouvait être cruelle. Une femme qui avait su séduire un roi, renverser une reine et changer le destin religieux d'un pays, fut finalement détruite par les mêmes passions qu'elle avait su exploiter. Elle illustre mieux que quiconque cette vérité. Dans la cour Tudor, l'amour et le pouvoir étaient inséparables, et tout scandale pouvait être fatal. Jane Seymour est souvent présentée comme l'opposé parfaite d'Anne Boleyn. Là où Anne était vive, audacieuse, parfois arrogante, Jane semblait douce, modeste et discrète. Mais cette image de femme effacée, presque idéale pour un roi lassé des tempêtes, cache peut-être une réalité plus complexe. Était-elle vraiment une reine docile, choisie uniquement pour apaiser Henri VIII, ou une stratège habile qui sut tirer parti des faiblesses du roi? C'est ce mystère qui rend son histoire fascinante. Jane naquit vers 1508 dans une famille noble mais sans fortune éclatante. Contrairement à Catherine d'Aragon et à Anne Boleyn, elle n'avait pas reçu une éducation raffinée dans les cours étrangères. Elle savait lire et écrire, mais elle était surtout formée aux travaux domestiques, à la broderie et aux arts ménagers qui faisaient d'elle une parfaite dame d'honneur. Ce manque de sophistication, que certains auraient vu comme une faiblesse, devint finalement son atout. Elle apparaissait comme une femme simple, sans arrogance, l'opposé exact de celle qu'elle devait remplacer. Car Jane entra à la cour comme dame d'honneur, d'abord auprès de Catherine d'Aragon, puis auprès d'Anne Boleyn. Elle vécut donc de près les deux plus grands drames du début du règne d'Henri VIII, la répudiation de Catherine et la chute sanglante d'Anne. Elle observa, elle apprit, et sans doute comprit mieux que quiconque que la survie d'une reine dépendait de son attitude. Être trop fière comme Anne pouvait attirer la haine. Être trop pieuse comme Catherine pouvait conduire au rejet. Jane sut trouver un équilibre, ou du moins donner l'illusion de le trouver. Lorsque le roi commença à se lasser d'Anne Boleyn, Jane sut capter son attention. Contrairement à Anne, elle n'encouragea pas les débats, les disputes ou les provocations. Elle se montra douce, patiente, presque effacée. Mais derrière cette image, elle prit une décision audacieuse, refuser de devenir la maîtresse du roi. Comme Anne avant elle, Jane posa une condition. Elle ne céderait à Henri que s'il l'épousait. Était-ce par vertu sincère ou par calcul? L'histoire ne peut trancher. Mais ce refus, une fois encore, transforma l'attirance du roi en obsession. Henri, fatigué des querelles avec Anne, trouva en Jane une promesse de paix. À ses yeux, elle représentait l'image d'une femme idéale, modeste, obéissante, tournée vers les devoirs domestiques. Cette image convenait parfaitement à un roi vieillissant, blessé par les échecs et les fausses couches de sa précédente épouse. Pourtant, le timing exact de leur relation laisse penser que Jane, ou plutôt sa famille, joua un rôle plus actif qu'on ne l'a longtemps cru. Les Seymour étaient ambitieux et voir leur fille accéder au trône signifiait un immense avantage pour leur lignée. Le scandale autour de Jane réside justement là. Son ascension coïncide étrangement avec la chute brutale d'Anne Boleyn. Certains historiens se demandent si Jane, ou du moins sa famille, n'aurait pas contribué à précipiter la fin d'Anne. Était-elle complice silencieuse ou simple spectatrice d'événements qui la dépassaient? On ne le saura jamais avec certitude. Mais le fait est là. À peine Anne décapitée, Jane épousa Henri. Cette rapidité jeta une ombre sur son image, une impression d'opportunisme que la postérité n'a jamais totalement effacée. Comme reine, Jane ne régna pas longtemps, mais elle marqua l'histoire d'une manière décisive. Elle donna à Henri ce qu'il attendait depuis tant d'années, un fils. En 1537, elle mit au monde Édouard, l'héritier tant espéré. Ce moment fit d'elle la favorite éternelle du roi, malgré sa mort prématurée quelques jours plus tard, des suites de l'accouchement. Henri fut profondément marqué par sa perte. Il ne cessa jamais de la glorifier et choisit même d'être enterré à ses côtés, et non près d'Anne Boleyn ou de Catherine d'Aragon. Mais il faut se demander, Jane fut-elle vraiment cette reine douce et sans ambition que l'histoire officielle décrit? Certains indices laissent penser qu'elle n'était pas si passive. Par exemple, elle osa intervenir auprès du roi pour demander grâce pour les rebelles de la pèlerinage de grâce, un soulèvement catholique. Henri, furieux, lui rappela sèchement qu'elle devait se mêler de ses affaires domestiques et non de politique. Cette tentative montre pourtant que Jane n'était pas totalement soumise, qu'elle avait une conscience de son rôle et de son influence. D'autres témoignages suggèrent qu'elle savait très bien utiliser son image de modestie. Ses vêtements, par exemple, étaient choisis avec soin pour souligner sa simplicité. Ses paroles étaient mesurées, jamais trop audacieuses, mais jamais insignifiantes non plus. Elle construisit autour d'elle une aura de vertu, presque de sainteté, qui séduisit un roi désabusé. Était-ce naturel? Était-ce une stratégie soigneusement calculée? Là encore,
l'ambiguïté demeure. Quoi qu'il en soit, Jane Seymour échappa au sort tragique de Catherine d'Aragon et d'Anne Boleyn. Elle ne fut ni répudiée, ni exécutée. Elle mourut en reine aimée, presque sanctifiée par la naissance de l'héritier. Mais cette mort prématurée la protégea aussi des désillusions. Car qui sait ce qu'Henri aurait fait si Jane avait vécu plus longtemps? Aurait-elle conservé ses faveurs? Aurait-elle résisté aux humeurs changeantes du roi? Nous ne le saurons jamais. En définitive, Jane Seymour reste une énigme. Était-elle une femme douce, pieuse et soumise, ou une habile joueuse qui sut se présenter comme la solution parfaite aux yeux du roi? Sa mémoire oscille entre ces deux images. Ce qui est certain, c'est qu'elle marqua l'histoire d'Angleterre en donnant naissance au seul fils légitime d'Henri VIII. Et cette réussite, dans le monde cruel des Tudors, suffisait à faire d'elle une reine éternellement honorée. Mais déjà, l'histoire allait reprendre son cours implacable, car après la mort de Jane, Henri devait se remarier, et son choix suivant allait plonger la cour dans un nouveau scandale. Celui d'Anne de Clèves, la reine dont le mariage ne fut jamais consommé. L'histoire d'Anne de Clèves est l'une des plus étranges parmi les mariages d'Henri VIII. Contrairement aux drames sanglants qui marquèrent les destins de Catherine d'Aragon et d'Anne Boleyn, ou à la gloire éphémère de Jane Seymour, Anne de Clèves échappa à la tragédie. Mais son union avec le roi d'Angleterre reste un exemple frappant de ce que les mariages royaux représentaient à l'époque. Des alliances politiques où l'amour et même l'attirance personnelle comptaient bien peu face aux intérêts du pouvoir. Anne naquit en 1515 dans le duché de Clèves, une petite principauté de l'actuelle Allemagne. Elle grandit loin du raffinement des cours anglaises ou françaises. Son éducation était simple. Elle ne parlait pas de langues étrangères, ne jouait pas d'instruments et n'était pas formée aux arts de la conversation mondaine. Mais elle était pieuse, discrète et bien élevée. Des qualités qui, aux yeux de sa famille, faisaient d'elle une épouse convenable pour un prince étranger. Lorsque vint le moment de chercher une nouvelle reine pour Henri VIII, la politique joua encore une fois un rôle central. Après la mort de Jane Seymour, Henri était veuf, mais il avait besoin d'une nouvelle alliance pour renforcer sa position en Europe. Les tensions religieuses étaient vives. D'un côté, la France et l'Espagne, puissance catholique. De l'autre, les princes protestants d'Allemagne, qui s'opposaient à Rome. En épousant Anne de Clèves, Henri espérait se rapprocher de ses alliés potentiels et consolider sa propre rupture avec le pape. Mais avant de conclure un tel mariage, Henri voulait savoir à quoi ressemblait sa future épouse. Il envoya son peintre favori, Hans Holbein, réaliser un portrait d'Anne. La légende raconte que le tableau la montrait sous son meilleur jour. Élégante, douce, séduisante. Henri, charmé par l'image, donna son accord. Mais ce qu'il découvrit en rencontrant Anne en personne fut bien différent. Lorsque la jeune femme arriva en Angleterre en 1540, Henri alla à sa rencontre en secret, déguisé, pour l'observer sans qu'elle le sache. La scène, rapportée par certains chroniqueurs, est presque théâtrale. Le roi entra dans sa chambre, vêtu simplement, et embrassa Anne. Mais loin de reconnaître son futur mari, elle ne sembla pas impressionnée. Selon Henri, elle ne lui prêta que peu d'attention, comme si elle n'avait pas conscience de qui il était. Cette première impression fut désastreuse. Henri se sentit humilié, vexé de ne pas avoir éveillé la passion qu'il espérait. Lorsqu'il la vit officiellement, il fut encore plus déçu. Anne n'était pas la beauté qu'il avait imaginée à travers le portrait. Certains disent qu'il la trouva sans charme, d'autres qu'il critiqua ses manières simples et sa difficulté à s'exprimer en anglais. Henri, habitué aux femmes vives et séduisantes comme Anne Boleyn, trouva en Anne de Clèves une personnalité trop effacée. Le roi déclara à ses proches qu'il n'arrivait pas à l'aimer. Malgré cela, le mariage eut lieu en janvier 1540, car la politique exigeait que l'alliance soit scellée. Mais Henri confia rapidement à ses conseillers qu'il n'avait jamais consommé l'union. Il affirma qu'il n'était pas attiré par elle, qu'il ne parvenait pas à ressentir de désir. Ce manque d'intimité devint un scandale public. Dans une cour où tout était scruté, où la fertilité d'une reine était une affaire nationale, le fait que le roi lui-même avoue son incapacité à partager le lit de son épouse était une humiliation pour tous. Henri commença alors à chercher une issue. Il déclara que son mariage avec Anne avait été conclu sous de faux prétextes, que le portrait l'avait trompé, que la jeune femme n'était pas ce qu'il avait imaginé. Rapidement, une procédure fut lancée pour annuler l'union. Les raisons invoquées étaient multiples. L'absence de consommation, des problèmes liés aux fiançailles antérieures d'Anne, et surtout la volonté claire du roi de s'en débarrasser. Ce qui sauva Anne, ce fut sa réaction. Contrairement à Catherine d'Aragon, qui avait refusé avec courage l'annulation de son mariage, Anne accepta sans protester. Elle se déclara prête à obéir au roi, renonça à son titre de reine et se contenta du rôle de sœur du roi qu'Henri lui accorda.
En échange, elle reçut une pension confortable, plusieurs manoirs et le respect de la cour. Loin de finir sur l'échafaud, elle vécut une existence tranquille en Angleterre, appréciée pour sa discrétion et sa loyauté. Mais même si elle échappa à la tragédie, le scandale de son mariage marqua durablement son image. Anne fut souvent décrite comme « la femme que le roi n'a jamais voulu ». Ce surnom cruel fit d'elle une figure presque comique dans les récits populaires. Pourtant, en réalité, elle fut peut-être l'une des plus intelligentes des épouses d'Henri. En acceptant sans résistance, elle évita la colère du roi et conserva sa sécurité. Là où d'autres reines perdirent la tête, Anne choisit la survie. Ce mariage raté nous montre à quel point les alliances royales pouvaient être fragiles. Une simple impression, un caprice du roi, pouvait briser un destin. Anne de Clèves fut victime d'une rencontre manquée, d'un portrait trop flatteur et d'un roi instable. Mais elle eut l'intelligence de transformer cette défaite en victoire silencieuse. Elle survécut à Henri, elle survécut au complot, et elle mourut paisiblement, loin du sang et des échafauds qui avaient emporté d'autres reines. Son histoire illustre aussi une vérité plus large. Dans la cour Tudor, l'apparence comptait autant que la réalité. Un portrait pouvait décider d'un mariage royal, une impression pouvait décider d'une vie, et un mot du roi pouvait effacer des serments sacrés. Anne de Clèves, par sa discrétion, nous rappelle que parfois, le plus grand courage n'est pas de lutter, mais de céder au bon moment. Mais le calme ne dura pas longtemps. Après l'annulation de son mariage avec Anne, Henri se tourna vers une autre jeune femme, belle, vive et pleine de désir. Une femme qui allait payer de sa vie ses amours interdits. Catherine Howard. Catherine Howard est sans doute l'une des figures les plus tragiques et les plus scandaleuses de l'histoire des Tudors. Sa jeunesse, sa beauté et son destin fulgurant en font un personnage à la fois fascinant et bouleversant. Contrairement à Catherine d'Aragon, pieuse et digne, ou à Jane Seymour, douce et prudente, Catherine Howard incarne l'audace, la passion et finalement la chute brutale. Elle fut reine à peine 2 ans, mais son histoire marqua les esprits à jamais, car elle paya de sa vie ses désirs et ses erreurs. Catherine était issue de la puissante famille Howard, mais elle n'avait pas grandi dans le luxe. Son enfance fut marquée par le désordre et le manque de surveillance. Élevée dans la maison de sa grand-mère, elle partageait ses journées avec d'autres jeunes filles, apprenant la danse, la musique, mais aussi goûtant aux premières expériences amoureuses sans grande discrétion. Très tôt, elle fut courtisée par de jeunes hommes, et elle ne sut ou ne voulut pas résister à leurs avances. Ces épisodes, connus par certains témoins, allaient en plus tard revenir la hanter. Lorsqu'elle arriva à la cour d'Henri VIII comme dame d'honneur d'Anne de Clèves, Catherine séduisit immédiatement par sa fraîcheur et sa beauté. Elle n'avait pas l'éducation raffinée d'Anne Boleyn, ni la sagesse de Catherine d'Aragon, mais elle possédait une grâce naturelle et une gaieté qui la rendait irrésistible. Henri, vieilli, gros et malade, fut charmé par cette jeune femme pleine de vie. Après son humiliation avec Anne de Clèves, Catherine représentait un souffle de jeunesse et de désir retrouvé. Le roi tomba fou amoureux d'elle, et comme toujours, son obsession prit rapidement le dessus. Anne de Clèves fut écartée, et Catherine devint reine en 1540, à peine âgée d'une vingtaine d'années. Pour Henri, elle était sa rose sans épines, un surnom qui reflète la passion brûlante qu'il lui vouait. Mais si le roi la voyait comme une jeune épouse pure et radieuse, la réalité était bien différente, car Catherine n'était pas vierge lorsqu'elle épousa Henri. Ses relations passées avec de jeunes hommes, notamment Henri Manox et Francis Derham, étaient connues par certains à la cour. Ces liaisons, longtemps gardées secrètes, finirent par remonter à la surface lorsque des rumeurs commencèrent à circuler. Mais le scandale ne s'arrêta pas là. Même une fois devenue reine, Catherine sembla incapable de se contenter de son vieux mari. Elle aurait entamé une liaison passionnée avec Thomas Culpeper, un jeune et séduisant courtisan. Cette relation, si elle eut bien lieu, était incroyablement dangereuse. Car une reine adultère ne risquait pas seulement sa réputation, elle mettait en péril la stabilité de la dynastie. Les ennemis de Catherine, jaloux de son ascension rapide, commencèrent à surveiller ses faits et gestes. Des lettres furent interceptées, des témoins interrogés, et peu à peu, un dossier accablant se constitua. En 1541, les preuves furent présentées au roi. Henri, fou de douleur et de colère, refusa d'abord d'y croire. Mais les témoignages étaient trop nombreux. On affirma que Catherine avait eu des amants avant son mariage, et qu'elle en avait un même après avoir épousé le roi. Pour Henri, ce fut une trahison insupportable. Non seulement il se sentait humilié, mais il craignait aussi que son honneur et sa succession soient entachés. Catherine fut arrêtée et enfermée dans la tour de Londres. Elle pleura, supplia, tenta de convaincre qu'elle avait été trompée ou manipulée. Mais le verdict était déjà écrit.
Accusée d'adultère et de trahison, elle fut condamnée à mort. Son amant supposé, Thomas Culpeper, ainsi que Francis Derham, furent également exécutés dans des conditions atroces. Le 13 février 1542, Catherine monta à l'échafaud. Elle avait à peine 20 ans. On raconte qu'avant de mourir, elle déclara qu'elle méritait 1000 morts pour ce qu'elle avait fait. Ces derniers mots, qu'ils soient légendaires ou authentiques, résonnent comme un aveu désespéré d'une jeune femme emportée par ses passions. Elle fut décapitée, et son corps rejoignit celui d'Anne Boleyn dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, dans l'enceinte de la Tour de Londres. L'histoire de Catherine Howard est un rappel cruel de la dureté du monde Tudor. Elle était jeune, insouciante, pleine de vie. Mais dans une cour où chaque geste était observé, chaque rumeur amplifiée, elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. Son passé amoureux la condamna, son imprudence la perdit, et ses ennemis s'emparèrent de ses faiblesses pour l'éliminer. Pourtant, il serait injuste de ne voir en Catherine qu'une coupable. Elle était aussi une victime, victime de son éducation négligée, victime d'un roi qui la plaça sur un piédestal impossible à tenir, victime d'un système où une femme ne pouvait pas aimer librement sans risquer sa vie. Elle incarne à la fois la légèreté de la jeunesse et la cruauté de la cour Tudor. Sa chute fit l'effet d'un choc dans tout le royaume. Après elle, Henri ne regarda plus jamais ses mariages de la même manière. Sa confiance était brisée. Et pour les reines suivantes, le destin de Catherine Howard resta un avertissement terrible. Dans la cage dorée des Tudors, l'amour pouvait être aussi dangereux que la politique. Catherine Parr, la 6e et dernière épouse d'Henri VIII, occupe une place particulière dans l'histoire des Tudors. Contrairement aux autres reines, elle ne fut ni répudiée, ni exécutée. Elle survécut à son mariage avec le roi, ce qui, dans ce contexte, relevait presque du miracle. Mais si elle échappa au destin tragique de ses prédécesseurs, son histoire n'est pas pour autant dénuée de scandales et de soupçons. Car Catherine, érudite et indépendante, aimait la liberté intellectuelle, et peut-être aussi un homme qui n'était pas son roi. Née en plein 112 dans une famille noble du nord de l'Angleterre, Catherine fut mariée 2 fois avant d'épouser Henri. Ses premiers mariages ne furent pas heureux. Elle se retrouva veuve très jeune, sans enfant, mais acquit par ces unions une certaine expérience de la vie conjugale. Contrairement à de nombreuses femmes de son époque, Catherine savait lire et écrire couramment. Mieux encore, elle s'intéressait à la théologie et à la politique. Elle écrivit même des textes religieux, ce qui était exceptionnel pour une femme de son temps. Cette érudition fit d'elle une figure respectée, mais aussi une cible pour ses ennemis, qui l'accusaient d'aller trop loin. Lorsque Henri la remarqua, il était déjà vieux, malade et affaibli. Ses mariages précédents l'avaient remarqué, et il cherchait désormais une épouse capable de prendre soin de lui, mais aussi de ses enfants. Catherine, douce, intelligente et pieuse, semblait la candidate idéale. Pourtant, à ce moment-là, elle nourrissait déjà un attachement profond pour un autre homme, Thomas Seymour, le frère de Jane Seymour. Catherine et Thomas partagèrent des sentiments sincères, mais lorsque le roi exprima son désir de l'épouser, elle n'eut guère le choix. Refuser le roi d'Angleterre, c'était risquer sa vie. Catherine accepta donc, mettant de côté ses propres désirs. En devenant reine en 1543, Catherine Parr entra dans une position délicate. Elle devait apaiser un roi colérique et malade, mais aussi gagner le respect d'une cour méfiante. Elle réussit pourtant là où d'autres avaient échoué. Elle se montra attentionnée envers Henri, s'occupa de sa santé et joua même un rôle maternel auprès des enfants royaux, Marie, Élisabeth et Édouard. Ces liens affectueux, en particulier avec la jeune Élisabeth, allaient marquer durablement l'histoire. Catherine devint une figure de stabilité, apportant une paix relative après des années de scandales. Mais sa personnalité érudite et ses opinions religieuses lui attirèrent des ennuis. Catherine soutenait les idées de la Réforme, ce qui déplaisait aux conseillers conservateurs d'Henri. Elle publia des prières et des méditations, et osait même discuter de théologie avec le roi. Certains l'accusèrent de vouloir l'influencer, voire de s'imposer comme une sorte de prédicatrice. Pour ses ennemis, une reine trop instruite et trop pieuse représentait un danger. Les tensions culminèrent lorsqu'un mandat d'arrestation fut rédigé contre elle. Ses opposants réussirent à convaincre Henri qu'elle dépassait les limites de son rôle. La légende raconte que Catherine, avertie du danger, se jeta aux pieds du roi, lui expliquant qu'elle ne cherchait pas à le contredire, mais seulement à l'apaiser et à le distraire dans ses souffrances. Henri, flatté, aurait alors pardonné. Mais ce moment montre à quel point Catherine avait frôlé la catastrophe. Un mot de travers, et elle aurait pu finir comme Anne Boleyn ou Catherine Howard. À côté de ces tensions religieuses, un autre scandale couvait, son attachement pour Thomas Seymour.
Même après son mariage avec Henri, certains à la cour murmuraient que Catherine n'avait jamais oublié son ancien prétendant. Les preuves d'une liaison pendant son mariage restent incertaines, mais les soupçons suffirent à alimenter les rumeurs. Après la mort d'Henri, Catherine confirma ses bruits en épousant Thomas Seymour sans attendre. Ce mariage rapide, à peine quelques mois après son veuvage, scandalisa l'Angleterre. Beaucoup y virent la preuve qu'elle avait toujours gardé ce désir secret, et que son mariage avec Henri n'avait été qu'un sacrifice imposé. La fin de sa vie fut marquée par ce choix audacieux. Avec Thomas Seymour, elle connut enfin un mariage d'amour. Mais ce bonheur fut de courte durée. Catherine mourut en 1548, peu après avoir donné naissance à une fille. Elle laissa derrière elle l'image d'une reine pieuse et érudite, mais aussi celle d'une femme soupçonnée d'avoir nourri une passion interdite au cœur même de la cour Tudor. Catherine Parr montre que même la plus sage et la plus cultivée des reines ne pouvait échapper aux rumeurs et aux scandales. Son érudition faisait peur, son indépendance agaçait et son cœur la trahissait. Elle eut la chance de survivre à Henri VIII, mais pas à la méfiance d'une société qui jugeait sévèrement toute femme qui sortait du rôle imposé. Avec elle s'achève la liste des épouses d'Henri. Mais l'histoire des reines Tudor ne s'arrête pas là, car bientôt ce furent elles-mêmes, et non plus seulement leur mariage, qui prirent les rênes du pouvoir. Mary Tudor puis Elizabeth Eyre allaient régner sur l'Angleterre. Et avec elles, de nouveaux scandales, de nouvelles passions allaient secouer le trône. Mary Tudor, plus connue sous le nom de Bloody Mary, est restée dans l'histoire comme l'une des reines les plus controversées d'Angleterre. Fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII. Elle grandit dans la tourmente des mariages de son père, et cette enfance marquée par l'humiliation de sa mère forgea en elle une personnalité dure méfiante, mais aussi profondément attachée à la foi catholique. Son règne fut court, mais intense, et il resta gravé dans les mémoires à cause des persécutions religieuses qu'elle fit subir aux protestants. Pourtant, derrière cette image de reine implacable, il y avait aussi une femme fragile, blessée par son passé, et tourmentée par ses propres désirs et ses propres amours. Mary naquit en 1516, unique enfant survivante de Catherine d'Aragon. Dès sa naissance, elle fut chérie par ses parents, mais son statut bascula quand son père décida de répudier sa mère. Henri VIII, obsédé par l'idée d'avoir un fils, déclara que le mariage avec Catherine avait été invalide, ce qui fit de Marie une fille illégitime aux yeux de la couronne. Elle fut séparée de sa mère, privée de son rang et reléguée dans l'ombre. Cette humiliation marqua son caractère. Mary grandit avec un profond sentiment d'injustice, une rancune tenace envers son père et surtout envers Anne Boleyn, la femme qui avait remplacé sa mère. Ce passé douloureux explique beaucoup de choses dans son règne. Lorsqu'elle devint reine en 1553, après une lutte acharnée contre les partisans de Lady Jane Grey, Mary se sentit investie d'une mission, restaurer l'honneur de sa mère et rétablir la foi catholique en Angleterre. Son surnom de Bloody Mary vient de là. Elle fit exécuter des centaines de protestants, croyant sincèrement sauver les âmes de ses sujets en les ramenant à la vraie foi. Mais derrière cette reine de fer, il y avait aussi une femme solitaire, en quête d'amour et de reconnaissance. Car Mary, malgré son pouvoir, resta toujours fragile dans sa vie personnelle. Elle se maria tardivement, à l'âge de 37 ans, avec Philippe d'Espagne, fils de l'empereur Charles Quint. Ce mariage, arrangé pour renforcer les liens entre l'Angleterre et l'Espagne catholique, fut impopulaire dans le royaume. Beaucoup craignaient que l'Angleterre ne devienne une simple province espagnole. Mais pour Mary, ce mariage représentait bien plus qu'une alliance politique. C'était enfin l'occasion d'être aimée, de fonder une famille, de donner un héritier et de prouver qu'elle n'était pas seulement une reine, mais aussi une femme. Malheureusement, la réalité fut cruelle. Philippe, plus jeune qu'elle et peu attiré par sa femme, ne partagea jamais vraiment ses sentiments. Il passa le plus clair de son temps en Espagne, loin de l'Angleterre, et ne vint auprès de Mary que lorsqu'il y était obligé. Cette indifférence blessa profondément la reine, qui s'accrocha désespérément à lui. Sa passion non partagée devint un sujet de moquerie et de rumeurs à la cour. Certains prétendaient qu'elle l'aimait d'une façon trop intense, presque humiliante, et que Philippe se servait d'elle uniquement pour ses intérêts politiques. Mais le plus grand scandale de son règne fut lié à sa maternité. Peu de temps après son mariage, Mary annonça qu'elle était enceinte. Tout le royaume célébra la nouvelle, car un héritier Tudor signifiait la stabilité de la dynastie. Les mois passèrent, son ventre s'arrondit, et tout semblait confirmer la grossesse. Mais au moment où l'accouchement était attendu, rien ne se produisit. Ce qui avait été interprété comme une grossesse se révéla n'être qu'une fausse alerte, peut-être une tumeur ou une fausse couche. L'espoir s'effondra, et Mary fut ridiculisée. Ses ennemis affirmèrent qu'elle avait inventé sa grossesse pour renforcer sa position.
et des rumeurs coururent sur sa santé fragile et sur sa capacité à enfanter. Cet épisode détruisit une partie de sa crédibilité. Pour une reine, ne pas donner d'héritier était déjà une faiblesse, mais feindre une grossesse, même si ce n'était pas volontaire, fut perçu comme une humiliation publique. Mary, profondément affectée, continua malgré tout à espérer. Quelques années plus tard, elle annonça à nouveau une grossesse, mais ce fut une deuxième illusion. Ce double échec la brisa moralement et renforça sa réputation de reine tragique. Les rumeurs autour de Mary ne concernaient pas seulement son mariage et sa maternité. Certains chroniqueurs murmurèrent qu'elle nourrissait une jalousie maladive envers sa demi-sœur, Élisabeth, fille d'Anne Boleyn. Mary voyait en elle le reflet de tout ce qu'elle détestait, la séduction, le charisme, l'intelligence politique. Pire encore, Élisabeth représentait l'avenir, tandis que Mary vieillissait sans enfant. Cette rivalité alimenta des soupçons. Certains pensaient que Mary cherchait à écarter sa sœur en la faisant exécuter. Mais malgré sa dureté, Mary n'osa pas franchir ce pas. Ce mélange de dureté politique et de fragilité personnelle fit d'elle une reine complexe. D'un côté, elle resta dans l'histoire comme une souveraine cruelle, responsable des persécutions religieuses. De l'autre, elle apparaît comme une femme blessée, rejetée par son père, ignorée par son mari, trahie par son propre corps. Ces scandales ne furent pas des liaisons amoureuses, comme pour Catherine Howard, ni des accusations d'adultère, comme pour Anne Boleyn. Et ce scandale furent hors d'un autre ordre, l'excès de sang qu'elle fit couler, ses grossesses fantômes et sa passion désespérée pour un mari absent. Mary Tudor mourut en 1558, seule et sans héritier. Son règne, marqué par l'échec, fut éclipsé par celui de sa demi-sœur, Elizabeth Eyre, qui allait incarner une ère de gloire. Mais il serait injuste de ne voir en Mary qu'une reine sanguinaire. Elle fut aussi une femme brisée par les circonstances, qui chercha l'amour et la maternité avec la même intensité qu'elle chercha à sauver son royaume. En elle, on retrouve toute la cruauté du destin des reines Tudor, condamnées à porter non seulement la couronne, mais aussi les espoirs et les jugements d'un peuple entier. Pour Mary, ces espoirs se transformèrent en fardeaux, et ses passions devinrent des humiliations publiques. Mais avec sa mort, une nouvelle ère s'ouvrit, car sa demi-sœur Elizabeth Eyre allait monter sur le trône. Et avec elle, les scandales prirent une autre forme. Non plus ceux d'une épouse, mais ceux d'une reine qui choisit de ne jamais se marier, attisant ainsi les rumeurs les plus folles sur ses amants et ses secrets. Elizabeth Eyre, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, est sans doute l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire anglaise. Son règne, connu sous le nom d'âge élisabétain, marqua une période de prospérité, d'exploration et de grandeur culturelle. Mais derrière l'image de la reine vierge, cette souveraine qui affirma n'avoir jamais eu d'époux, se cache une femme entourée de rumeurs, de soupçons et de scandales liés à ses relations avec ses favoris. Élisabeth monta sur le trône en 1558, après la mort de sa demi-sœur Mary Tudor. Elle avait 25 ans et beaucoup doutaient de sa capacité à gouverner. Ses ennemis pensaient qu'elle ne durerait pas, qu'une femme seule ne pouvait tenir tête aux puissances étrangères ni gérer les tensions religieuses du royaume. Mais Élisabeth allait prouver le contraire. Elle régna plus de 40 ans et son intelligence, son charisme et son habileté politique lui permirent de rester au pouvoir malgré d'innombrables complots. Dès le début de son règne, elle prit une décision qui choqua. Elle refusa de se marier. Pour une femme, et surtout pour une reine, ce choix était inimaginable. Le mariage était vu comme une nécessité pour assurer une descendance, renforcer une alliance et stabiliser le trône. Mais Élisabeth, marquée par les mariages désastreux de son père et par les humiliations vécues par sa mère et sa sœur Mary, décida de rester célibataire. Elle se proclama mariée à son royaume, affirmant que l'Angleterre était son unique époux. Cette décision fit naître une légende, celle de la Reine Vierge. Mais cette image, soigneusement entretenue par Élisabeth elle-même, ne fit qu'alimenter les rumeurs. Car si elle refusait d'avoir un mari officiel, elle s'entourait de jeunes nobles, beaux et ambitieux, qui devinrent ses proches compagnons et conseillers. Leur proximité avec la reine fit naître des soupçons. Étaient-ils seulement des favoris politiques ou aussi des amants? Le plus célèbre de ces favoris fut Robert Dudley, comte de Leicester. Élisabeth et Dudley s'étaient connus dès leur jeunesse et leur complicité était évidente. Dès le début de son règne, Dudley devint son compagnon inséparable. Ils passaient de longues heures ensemble et leurs liens paraissaient bien plus intimes que ceux d'une simple amitié. Mais une ombre plana sur leur relation. Dudley était marié et en 1560, sa femme Amy Robsart fut retrouvée morte au pied d'un escalier dans des circonstances mystérieuses. Ce drame déclencha un scandale immense.
Beaucoup accusèrent Dudley d'avoir fait assassiner sa femme pour pouvoir épouser la reine. Certains alertent jusqu'à suggérer qu'Élisabeth elle-même avait couvert ce meurtre. Rien ne fut jamais prouvé, et une enquête conclut officiellement à un accident. Mais le mal était fait. L'idée que la reine pouvait être liée à la mort de la femme de son favori entacha durablement sa réputation. Élisabeth ne put jamais épouser Dudley, car le scandale aurait été trop grand. Pourtant, leur relation resta intense et pleine de rumeurs jusqu'à la mort de Dudley. Un autre favori attira l'attention. Robert d'Evreux, comte d'Essex, beaucoup plus jeune qu'Élisabeth. Séduisant, fougueux et ambitieux, il conquit le cœur de la reine vieillissante. Leur relation était passionnée mais aussi orageuse. Essex osait parfois défier Élisabeth, parler avec insolence, ce qui la mettait hors d'elle. Pourtant, elle lui pardonnait encore et encore, signe de l'attachement profond qu'elle avait pour lui. Mais Essex finit par trahir sa confiance en menant une rébellion contre elle. Capturé, il fut exécuté en 1601. On raconte qu'Élisabeth en fut profondément affectée, bien qu'elle ait dû approuver la sentence. D'autres favoris, comme Walter Raleigh ou Francis Drake, furent également l'objet de rumeurs. Leur proximité avec la reine, leurs privilèges, leurs succès militaires ou maritimes alimentèrent les conversations. Les ennemis d'Élisabeth affirmaient qu'elle s'entourait de jeunes hommes séduisants pour compenser son refus du mariage. Certains pamphlets la dépeignaient même comme une femme hypocrite, prêchant la vertu tout en cédant au plaisir en secret. Mais Élisabeth sut transformer ces rumeurs en armes politiques. En se proclamant vierge, elle évitait les pièges du mariage. Aucun prince étranger ne pouvait prétendre contrôler l'Angleterre par elle. Aucun noble anglais ne pouvait accaparer le pouvoir en devenant son époux. Son célibat devint un symbole, celui d'une reine au-dessus des passions humaines, consacrée uniquement à son royaume. Pourtant, derrière ce masque politique, les murmures persistaient. La vérité sur la vie intime d'Élisabeth reste un mystère. Certains historiens pensent qu'elle resta réellement vierge, marquée par le destin tragique de sa mère et déterminée à ne pas subir le même sort. D'autres croient qu'elle eut des liaisons discrètes, mais qu'elles furent étouffées par son entourage. Quoi qu'il en soit, les scandales autour de ses favoris ne cessèrent jamais. Les cours étrangères se moquèrent de l'Angleterre gouvernée par une reine célibataire entourée de jeunes hommes. Les poètes et les écrivains, eux, transformaient ces rumeurs en récits romanesques. Élisabeth, jusqu'à la fin, sut garder le contrôle de son image. Elle vieillit en reine, multipliant les portraits où elle apparaissait splendide, presque éternelle, parée de bijoux et de symboles. Mais derrière cette façade de puissance, on devine une femme seule, qui sacrifia ses désirs personnels à la couronne. Les scandales de ses favoris montrent bien cette dualité. Elle voulait être aimée, mais elle devait rester intouchable. Elle jouait sans cesse sur cette frontière fragile entre passion et politique. Quand elle mourut en 1603, après 45 ans de règne, elle laissa derrière elle un pays transformé. Mais elle laissa aussi une légende, celle d'une femme insaisissable, dont la vie intime reste encore aujourd'hui l'objet de débats. Était-elle vraiment vierge, ou dissimulait-elle des passions secrètes? Avait-elle sacrifié l'amour pour la gloire, ou trouvé dans ses favoris une forme de tendresse interdite? Élisabeth Eyre incarne parfaitement les scandales des reines Tudor. Non pas parce qu'elle fut accusée d'adultère comme Anne Boleyn ou exécutée pour ses amants comme Catherine Howard, mais parce qu'elle fit de ces rumeurs une arme, transformant les murmures en mystère et le mystère en pouvoir. Sa vie intime resta dans l'ombre, mais son image publique brilla d'une lumière éclatante, faisant d'elle la plus insaisissable de toutes les reines. Dans la cour des Tudors, une reine n'était jamais seule. Autour d'elle gravitaient ses dames d'honneur, choisies parmi la haute noblesse. Elles étaient censées être ses confidentes, ses compagnes, ses aides au quotidien. Mais dans la réalité, elles étaient bien plus que cela. Témoins de ses moindres gestes, relais de ses secrets, parfois complices de ses désirs. Et trop souvent, instruments de sa chute. Les dames d'honneur constituaient le cercle intime des reines. Elles les aidaient à s'habiller, à se coiffer, à s'occuper de leurs bijoux et de leurs lettres. Elles partageaient leurs repas, leurs prières, leurs confidences. À première vue, ces jeunes femmes semblaient vivre dans un monde de luxe, proche du pouvoir et des intrigues. Mais cette proximité était aussi un piège, car si elles connaissaient les secrets des reines, elles pouvaient aussi les trahir, volontairement ou non. Prenons le cas d'Anne Boleyn. Lorsqu'elle devint reine, elle s'entoura de dames qui l'admiraient et partageaient ses goûts raffinés hérités de la cour française. Ces jeunes femmes participaient à ses danses, lisaient avec elle, échangèrent des confidences. Mais certaines furent interrogées lors de son procès, contraintes de témoigner contre elle.
Les juges se servirent de leurs paroles pour construire l'accusation d'adultère. Ainsi, les compagnes les plus proches d'Anne devinrent, malgré elle, des armes pour ses ennemis. Catherine Howard, elle aussi, fut trahie par son entourage féminin. Ses anciennes compagnes de jeunesse savaient qu'elle avait eu des relations avant d'épouser le roi. Quand le scandale éclata, ce furent des dames d'honneur qui rapportèrent ses secrets, parfois par peur, parfois par jalousie. La cour devint une prison où chaque sourire pouvait être interprété, chaque confidence utilisée. La chute de Catherine montre à quel point une reine devait se méfier même de celles qui partageaient son quotidien. Mais les dames d'honneur ne furent pas seulement des mouchardes ou des rivales. Certaines furent aussi de véritables complices. On raconte par exemple que certaines aidèrent les reines à échanger des lettres avec leurs supposés amants, cachant les messages dans des coffrets ou des vêtements. D'autres couvraient leurs rencontres discrètes, surveillant les couloirs pendant que la reine s'entretenait avec un favori. Dans un monde où la surveillance était constante, la complicité de ces jeunes femmes était parfois la seule manière pour une reine de respirer. Il faut comprendre que ces dames n'étaient pas libres non plus. Leur place auprès de la reine dépendait de leur famille, de leurs alliances, de leurs ambitions. Être dame d'honneur, c'était une chance immense. Cela ouvrait la porte à des mariages prestigieux, à des faveurs royales, à des alliances puissantes. Mais c'était aussi une position risquée. Si la reine tombait en disgrâce, ces dames pouvaient être entraînées dans sa chute. Certaines furent emprisonnées, d'autres interrogées, parfois même exécutées. Les relations entre reines et dames d'honneur étaient donc un mélange complexe d'amitié sincère, de rivalité subtile et de crainte constante. Une reine pouvait se confier à ses compagnes, rire avec elles, partager ses angoisses. Mais elle savait aussi qu'un mot mal répété, une jalousie ou une pression venue d'un conseiller pouvait transformer une amie en ennemie. Ce climat explique aussi pourquoi les rumeurs se répandaient en si vite. Les dames d'honneur, présentes partout, voyaient tout, entendaient tout. Elles racontaient ce qu'elles avaient vu à leur famille, qui répandait ensuite l'information dans toute la cour. Un simple geste pouvait devenir une rumeur d'adultère. Un mot mal interprété se transformait en scandale. Les dames d'honneur étaient donc à la fois les gardiennes et les divulgatrices des secrets royaux. Elizabeth Eyre, qui comprenait mieux que quiconque ce danger, sut manipuler cet entourage. Elle choisissait ses dames avec soin, mais elle ne leur donnait jamais trop de pouvoir. Elle jouait avec leurs ambitions, les plaçait en compétition les unes avec les autres, afin de ne jamais dépendre totalement d'elles. Ce jeu cruel lui permit de régner sans être trahi par son cercle intime, contrairement à certaines de ses prédécesseurs. Mais malgré les précautions, les relations entre reines et dames d'honneur restaient un terrain fertile pour les scandales. Certaines dames furent accusées d'être les intermédiaires entre la reine et ses favoris. D'autres furent soupçonnées de voler l'attention du roi, devenant rivales de leur maîtresse. La frontière entre la complicité et la trahison était mince, et beaucoup y perdirent leur réputation. Les dames d'honneur nous rappellent que les scandales des reines Tudor ne se jouaient pas seulement entre le roi et son épouse, mais aussi dans l'ombre des chambres, au sein de ce cercle féminin où l'intime se mêlait à la politique. Elles furent les témoins privilégiés d'un monde de passion et de pouvoir, parfois amies fidèles, parfois traîtresses involontaires, toujours prises dans le tourbillon des intrigues. Ainsi, les scandales des reines Tudor ne peuvent être compris sans elles. Car derrière chaque rumeur, chaque accusation, chaque lettre interceptée, il y avait presque toujours une dame d'honneur, complice ou témoin, actrice ou victime. Ces femmes de l'ombre jouèrent un rôle immense dans le destin de leur reine, prouvant que dans la cour Tudor, rien n'était jamais totalement secret. Dans la cour des Tudor, une rumeur n'était jamais innocente. Elle n'était pas un simple murmure échangé entre deux dames curieuses ou un serviteur indiscret. Elle était une arme. Et comme toutes les armes, elle pouvait blesser, détruire ou même tuer. La réputation d'une reine, plus encore que celle de n'importe quel autre membre de la cour, reposait sur une image de pureté et de fidélité. La moindre rumeur d'infidélité suffisait à remettre en question la légitimité de ses enfants, et donc l'avenir même de la dynastie. Voilà pourquoi les ennemis d'une reine utilisaient volontiers les rumeurs pour la discréditer. Ces récits, vrais ou inventés, se propageaient avec une rapidité fulgurante dans un monde où chacun cherchait à se protéger en dénonçant l'autre. Anne Boleyn est l'exemple le plus frappant de cette mécanique. Son ascension avait déjà fait beaucoup de jaloux. Sa chute fut orchestrée grâce à une avalanche de rumeurs, adultère, relations incestueuses avec son frère, complot contre le roi. Des accusations choquantes qui paraissent absurdes aujourd'hui, mais qui, à l'époque, suffisaient à convaincre une partie de la cour. Il ne s'agissait pas de prouver la vérité. Il suffisait de semer le doute. Et ce doute, répété, amplifié, utilisé dans un procès biaisé,
fut assez puissant pour envoyer une reine à l'échafaud. Catherine Howard, la jeune épouse d'Henri, subit le même sort. Son passé amoureux, connu de quelques témoins, fut transformé en scandale national. Des rumeurs circulèrent sur sa vie de jeune fille, sur des lettres, sur des rendez-vous nocturnes. Quand des preuves concrètes furent apportées, les rumeurs avaient déjà préparé le terrain. Le roi ne pouvait que croire à sa trahison. La réputation, une fois entachée, ne pouvait plus être sauvée. Mais les rumeurs ne concernèrent pas seulement les accusations d'adultère. Elles servaient aussi à affaiblir l'influence d'une reine auprès du roi. Catherine Parr, par exemple, fut accusée d'aller trop loin dans ses discussions théologiques avec Henri. Ses ennemis murmurèrent qu'elle voulait influencer la politique religieuse du royaume, qu'elle dépassait son rôle. Ses soupçons furent assez graves pour justifier un mandat d'arrestation dont elle échappa de justesse. Là encore, on voit la force de la rumeur. Un souffle suffit pour déclencher une tempête. Les rumeurs touchèrent également Elizabeth Eyre, mais d'une manière différente. Elle avait choisi de ne jamais se marier, et cette décision fit naître des spéculations sans fin. On chuchotait qu'elle vivait en secret avec Robert Dudley, que la mort mystérieuse de sa femme était liée à la reine. Plus tard, on murmura qu'elle entretenait des relations intimes avec le comte d'Essex ou avec d'autres jeunes nobles. Ces bruits de couloir servaient ses ennemis politiques, qui cherchaient à affaiblir son autorité en la présentant comme une hypocrite ou comme une femme gouvernée par ses passions. Pourtant, Élisabeth sut retourner ses rumeurs à son avantage en cultivant le mystère. Elle ne confirma jamais, elle ne nia jamais totalement. Elle laissa les murmures flotter, renforçant ainsi son image insaisissable. Il faut comprendre que dans une cour où tout était politique, la rumeur était plus efficace que l'épée. Un noble pouvait tomber en disgrâce, non pas parce qu'il avait commis une faute, mais parce qu'une rumeur l'accusait de l'avoir commise. Une reine pouvait être aimée un jour et détestée le lendemain, simplement parce qu'un conseiller avait soufflé à l'oreille du roi qu'elle n'était pas digne de confiance. Les rumeurs circulaient dans les couloirs, les banquets, les chambres des dames d'honneur. Elles passaient de bouche en bouche, changées, amplifiées, embellies. Elles voyageaient aussi à travers les écrits, des lettres, des pamphlets, parfois même des chansons. Dans une société où l'imprimerie commençait à se répandre, les rumeurs pouvaient affranchir les murs du palais et atteindre le peuple, renforçant ou détruisant la popularité d'une reine. Mais il serait naïf de penser que les reines étaient seulement des victimes. Parfois, elles savaient elles aussi utiliser la rumeur comme une arme. Élisabeth, encore une fois, maîtrisa cet art à la perfection. En laissant croire à certains princes étrangers qu'elle pourrait les épouser, elle entretenait des espoirs qui servaient ses intérêts diplomatiques. Les rumeurs sur ses fiançailles potentielles lui permettaient de maintenir l'équilibre entre les grandes puissances sans jamais se lier vraiment. La rumeur était donc une monnaie d'échange. On la lançait pour détruire un adversaire, pour affaiblir une rivale ou pour gagner une influence. Dans un monde où la vérité importait moins que la perception, les mots pouvaient être plus dangereux que les armes. Ce pouvoir des rumeurs explique pourquoi tant de reines Tudor furent victimes de scandales. Leur vie privée n'était jamais à elles. Chaque geste, chaque regard, chaque silence pouvait être interprété, transformé en histoire. Et une fois que l'histoire commençait à circuler, il était presque impossible de l'arrêter. La cour des Tudors était donc un théâtre permanent, où les rumeurs étaient les dialogues invisibles. Elles construisaient des réputations et les détruisaient. Elles étaient le souffle qui attisait les flammes des scandales. Et elles rappellent que dans ce monde impitoyable, la parole pouvait être aussi tranchante qu'une lame. Les Tudors ont quitté la scène depuis plus de 4 siècles, mais leur mémoire continue de hanter notre imaginaire collectif. Pourquoi ? Parce que leurs vies furent à la fois réelles et théâtrales, intimes et politiques, tragiques et fascinantes. Leurs scandales, leurs amours interdits, leurs rivalités et leurs chutes ont nourri des récits qui résonnent encore aujourd'hui, comme si ces rois et ces reines vivaient toujours parmi nous. L'héritage des scandales Tudors tient d'abord à leur dimension humaine. Derrière les couronnes et les trônes, il y avait des hommes et des femmes, soumis aux mêmes désirs, aux mêmes faiblesses, aux mêmes peurs que nous. Catherine d'Aragon, pieuse et fidèle, lutta pour défendre son honneur face à un mari qui cherchait à l'abandonner. Anne Boleyn, audacieuse et brillante, s'éleva au sommet avant d'être anéantie par des accusations forgées de toutes pièces. Jane Seymour, douce en apparence, réussit là où d'autres avaient échoué en donnant au roi son héritier, mais mourut dans la douleur. Anne de Clèves, humiliée par un mariage non consommé, sut sauver sa vie grâce à sa soumission habile. Catherine Howard, jeune et insouciante, perdit la sienne pour avoir cédé à ses passions. Catherine Parr, érudite et courageuse, réussit à survivre au roi, mais resta prisonnière de soupçons. Mary Tudor, brisée par les humiliations de son enfance, régna avec dureté mais aussi avec désespoir. Elizabeth Eyre, enfin, transforma sa solitude en arme politique,
mais vécut entourée de murmures sur ses amants supposés. Chaque destin illustre la fragilité de la condition des femmes dans un monde gouverné par les hommes. Être reine Tudor signifiait marcher en permanence sur un fil. Trop pieuse, on était rejeté. Trop séduisante, on était accusé. Trop ambitieuse, on était exécuté. Ces femmes n'avaient pas le droit d'aimer librement, et leurs désirs devenaient toujours politiques, car leur corps appartenait au royaume. Leurs scandales, qu'ils aient été réels ou inventés, révèlent la brutalité d'un système où l'intime et le pouvoir ne faisaient qu'un. Mais l'héritage des Tudors ne se limite pas à cette cruauté. Leur histoire a façonné l'Angleterre moderne. La rupture avec Rome, déclenchée par le désir d'Henri VIII d'épouser Anne Boleyn, changea à jamais le paysage religieux et politique du pays. Le règne d'Élisabeth Ire, construit sur un mélange de mystère et de puissance, donna naissance à une ère de rayonnement culturel et militaire. Même leurs scandales eurent des conséquences durables. Les accusations d'adultère, les rumeurs d'empoisonnement, les passions interdites nourrirent une méfiance envers le mariage royal et transformèrent la perception du pouvoir féminin. Si ces histoires nous fascinent encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles ressemblent à des récits universels. Elles contiennent tout ce que l'être humain recherche dans une histoire. L'amour, la trahison, la passion, la jalousie, la chute et la rédemption. Les Tudors vécurent dans un monde où chaque décision avait des conséquences dramatiques, où chaque rumeur pouvait être fatale. Leur vie ressemble à une tragédie écrite par Shakespeare, et c'est sans doute pour cela que Shakespeare justement s'en inspira. Leur héritage vit aussi dans la culture populaire. Combien de films, de séries, de romans ont été consacrés à Anne Boleyn, à Elizabeth Eyre ou à Henri VIII? Ces personnages, plus grands que nature, continuent de captiver parce qu'ils incarnent nos propres contradictions. Nous admirons leur courage, mais nous tremblons devant leur fragilité. Nous sommes fascinés par leur gloire, mais nous nous reconnaissons dans leur faiblesse. Les Tudors sont devenus des miroirs de l'humanité, éternellement rejoués sur nos écrans et dans nos livres. Ce qui frappe aussi, c'est la modernité de leurs scandales. À bien y réfléchir, les Tudors vivaient dans une cour où la réputation était scrutée, où les rumeurs circulaient plus vite que la vérité, où un mot mal interprété pouvait détruire une carrière. Cela ne vous rappelle-t-il pas notre époque ? Aujourd'hui encore, les personnalités publiques vivent sous le poids du regard constant, analysé, jugé, critiqué pour leurs moindres gestes. Les Tudors furent, en quelque sorte, les premières célébrités modernes, prisonnières de leur image et de leur passion. Ainsi, leur héritage ne tient pas seulement aux changements politiques ou religieux qu'ils ont provoqués, mais aussi à la leçon universelle qu'ils nous laissent. Le pouvoir est toujours fragile, la réputation est une arme et l'amour peut être à la fois une force et une condamnation. Les reines Tudor, avec leurs amants réels ou supposés, nous rappellent que derrière les apparences de grandeur, les êtres humains restent vulnérables. Aujourd'hui encore, leur histoire continue d'éveiller notre curiosité. Nous voulons savoir si Anne Boleyn fut coupable ou innocente. Nous nous demandons si Elizabeth Ire fut vraiment vierge ou si elle cacha ses passions. Nous cherchons à comprendre si Catherine Howard fut une victime naïve ou une coupable imprudente. Ces questions, restées sans réponse définitive, entretiennent la fascination. Elles font des Tudors non pas seulement une dynastie du passé, mais une légende vivante, un mystère qui ne cesse d'alimenter notre imagination. En fin de compte, l'héritage des scandales Tudors est double. D'un côté, il révèle la dureté d'un monde où l'intime était politique, où les femmes étaient sacrifiées au nom du pouvoir. De l'autre, il nous offre un récit intemporel, empli de drames et de passions, qui continue de captiver des générations entières. Leur histoire est une leçon, mais aussi une source d'émerveillement, un rappel que les rois et les reines, malgré leur couronne, restaient des êtres de chair et de sang, soumis aux mêmes faiblesses que nous. Et peut-être est-ce cela, au fond, qui nous touche le plus. Savoir que derrière les murs du palais, derrière les couronnes étincelantes, derrière les portraits officiels, il y avait des cœurs qui battaient des larmes versées des passions brûlantes. Les scandales des reines Tudor ne sont pas seulement des histoires du passé. Ils sont une fenêtre sur l'éternelle fragilité de l'âme humaine. En refermant ce long voyage à travers la cour des Tudors, il est difficile de ne pas ressentir à la fois de la fascination et un profond vertige. Ces reines, enfermées dans une cage dorée, avaient tout ce que l'on pouvait rêver. Les bijoux, les palais, les fêtes, les couronnes. Mais derrière cette apparence de puissance, elles vivaient dans une prison invisible, faite de rumeurs, de jugements et de sacrifices. Leur vie intime n'était jamais la leur. Chaque sourire, chaque regard, chaque murmure pouvait être transformé en scandale, utilisé comme une arme, amplifié jusqu'à devenir une condamnation. Catherine d'Aragon nous a montré la dignité d'une femme humiliée, prête à tout pour défendre son honneur.
Anne Boleyn, flamboyante et brillante, nous a rappelé que l'ambition pouvait conduire aussi bien à la gloire qu'à l'échafaud. Jane Seymour, douce en apparence, incarne l'opportunité saisie au bon moment, mais au prix d'une vie trop courte. Anne de Clèves, discrète et intelligente, sut survivre là où d'autres périrent. Catherine Howard, brûlante de passion, fut emportée par son désir et sa jeunesse. Catherine Parr, érudite et courageuse, réussit à survivre au roi, mais resta prisonnière des soupçons. Puis Mary, la reine dure et blessée, cherchant dans le sang et dans l'amour un réconfort qu'elle ne trouva jamais. Et enfin Élisabeth, la reine vierge, transformant ses secrets et ses favoris en une légende éternelle. Toutes, chacune à leur manière, illustrent cette vérité. Être reine Tudor signifiait marcher sur une ligne fragile entre la gloire et l'abîme. Certaines tombèrent, d'autres survécurent, mais toutes furent marquées par les scandales, réels ou inventés, qui les suivirent jusqu'à la tombe. Et si ces histoires nous captivent encore aujourd'hui, c'est parce qu'elles nous parlent d'émotions universelles. L'amour, la jalousie, la peur, l'ambition, le désir de reconnaissance. Ce sont des sentiments intemporels. Ce qui change, c'est le décor. Là où les Tudors vivaient sous le regard des espions et des conseillers, nos vies modernes sont scrutées par d'autres regards, parfois tout aussi impitoyables. Eux avaient les couloirs du palais, nous avons les réseaux et l'opinion publique. Mais au fond, la mécanique est la même. La réputation reste une arme, et un murmure peut suffire à détruire une vie. Les reines Tudor nous rappellent que derrière les couronnes étincelantes se cachèrent des êtres de chair et de sang, fragiles, passionnés, vulnérables. Elles nous enseignent aussi que le pouvoir, si éclatant soit-il, n'immunise jamais contre la douleur. Et c'est peut-être cette fragilité, plus encore que leur grandeur, qui les rend immortelles dans nos mémoires. Alors, la prochaine fois que vous verrez un portrait figé de l'une de ces reines, regardez au-delà de la pose officielle, au-delà des bijoux et des robes. Imaginez la peur dans leurs yeux, les secrets dans leur cœur et les murmures qui circulaient autour d'elles. Car ce sont ces murmures, autant que leurs actes, qui ont écrit leur destin. Et maintenant, je vous pose une dernière question. Si vous aviez vécu à la cour des Tudors, auriez-vous voulu être reine au risque de tout perdre ou simple spectateur, à l'abri des scandales mais loin de la gloire ?